Bonjour à tous, je suis Ben de la campagne de Ibris Disordered Cosmos. Nous allons regarder tous les lieux qui composent le plateau central dans cette vidéo et je vous propose tout de suite de commencer par les enfers. Sur un lieu, vous trouverez toujours le nom du lieu juste ici et dans le cartouche en dessous, là où les actions que vous pouvez réaliser dans ce lieu. Vous trouverez également des petits cercles comme ceci qui sont des emplacements pour les personnages, c'est-à-dire des emplacements pour que vos personnages puissent venir dans ce lieu pour réaliser des actions. Chaque emplacement ne peut contenir qu'un seul personnage et dispose d'une petite icône comme celle-ci qui représente un bonus de placement. Vous retrouverez toute l'iconographie au dos de votre petit livret de technologie personnelle. On peut regarder un petit peu. Alors par exemple, ici, on a le symbole des points de victoire. Donc quand un joueur vient se placer ici, avant de réaliser l'action, dès qu'il place son personnage, il obtient un point de victoire. Ici, il va augmenter sur sa piste de bonté. Et enfin, ici, il va pouvoir piocher une carte conflit de son deck de cartes conflit. Bien. Les deux actions maintenant. Première action, c'est l'action de drainer. Les enfers sur le plateau d'Ibris sont l'endroit où les primordiaux, donc qui sont les pères des dieux olympiens que nous incarnons, les primordiaux sont donc attachés et prisonniers aux enfers. Les primordiaux sont composés de ce qu'on appelle une énergie vitale qui est appelée Aegis, dans le jeu qui est représenté par ces petits cristaux violets. Lorsque vous réalisez l'action drainer, vous allez pouvoir recevoir en Aegis, en cristaux, la valeur qui est inscrite ici au centre de la carte de primordial. Par exemple ici, si je fais l'action drainer avec mon héros, j'obtiens 3 cristaux d'Aegis, avec mon dieu, pardon. Hop. Deuxième action possible, c'est l'action de ressusciter. Lorsqu'un héros, qui est symbolisé avec une petite épée comme celle-ci, perd un combat, il meurt et il va aux enfers. Il est placé ici et il est inutilisable jusqu'à ce que vous réalisiez cette action de ressusciter. Pour ce faire, je viens avec mon personnage sur un des emplacements personnages et je récupère mon héros depuis les enfers. Il sera à nouveau disponible pour la manche suivante. Je ne peux réaliser qu'une seule de ces deux actions. Évidemment, je ne peux pas faire les deux en même temps, je dois choisir. Dernière information qu'on a sur le plateau, on trouve également ce petit symbole d'Aegis barré. Si on reprend le petit guide, ça correspond à l'Aegis. Ça signifie que si les 3 emplacements ici sont déjà pris par des personnages, que ce soit les vôtres ou à d'autres joueurs, eh bien vous devrez payer une taxe pour pouvoir accéder aux enfers. Vous pouvez quand même venir, mais à condition de payer, avant d'arriver, un cristal d'Aegis. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser les cristaux que vous gagnez au moment où vous faites l'action drainer. Vous êtes obligé de payer avant de venir. Pas d'Aegis, pas d'enfer. On passe au Colisée. Le Colisée qui contient également 2 actions différentes. Et première chose à noter, le Colisée ne peut pas être accessible pour les prophètes puisque les prophètes ne combattent pas. Le Colisée est un lieu de combat. Interdiction de se rendre au Colisée avec des prophètes. On a donc 2 actions et 3 emplacements pour les personnages avec une iconographie qu'on a déjà vue. Donc ici, piochez une carte de votre deck conflit. Ici, vous recevez un cristal d'Aegis et ici, un point de victoire. Comme aux enfers, si les 3 emplacements sont déjà occupés par des personnages, vous pouvez quand même vous rendre au Colisée à condition de payer une Aegis avant de vous y rendre. Première action, c'est l'action de s'entraîner. Lorsque vous faites cette action, vous venez au Colisée, vous piochez une carte du Colisée. Les cartes du Colisée sont un petit peu différentes de vos cartes conflits personnelles. Elles sont neutres, elles sont noires, et elles ont des pouvoirs assez différents, plutôt sympas. Bien. Deuxième action, c'est l'action de combattre. Combattre, ça signifie que vous allez pouvoir affronter un des héros qui se trouve ici. Donc au début, il y en a 5. Lorsque vous faites l'action combattre, vous pouvez choisir le héros que vous allez affronter en utilisant ces petites cartes. Si vous l'emportez contre le héros, eh bien, vous allez pouvoir le prendre dans votre équipe. Ce sont des mercenaires qui vont se battre pour vous uniquement si vous les avez battus dans un premier temps. Vous recevez le héros. Pour le détail du combat, je vous invite à regarder la vidéo sur les combats qui a été déjà réalisée. Chacun de ces héros possède un talent particulier que vous retrouverez sur les cartes qui leur correspondent. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à aller venir chercher un de ces héros pour avoir un personnage supplémentaire et aussi pour avoir un talent particulier.
Lorsque vous recevez un héros du Colisée, vous recevez également en même temps un petit jeton comme celui-ci, un jeton lieu bonus, qui vous permettra pendant la phase de programmation de programmer l'un de vos personnages sur le lieu de votre choix. On arrive chez les moires. Comme pour le Colisée, les moires sont réservées aux personnages combattants, c'est-à-dire les dieux et les héros, et donc pas les prophètes. On trouve deux emplacements personnages, dont un avec des petits pointillés autour comme celui-ci. Ça signifie qu'il n'y a pas de limite au nombre de personnages qui peuvent venir. Tout le monde peut venir sur cet emplacement. Ce n'est pas réservé à un seul joueur. En termes d'iconographie, on a donc ici les points de victoire, et l'emplacement ici qui lui par contre est unique vous permettra de piocher 2 cartes conflit depuis votre deck de conflit. Les moires offrent une seule action possible qui est l'action d'accomplir une quête. Accomplir une quête, ça signifie réaliser une des 3 quêtes disponibles, une des 3 ou moins, ça dépend où on en est pendant le tour, mais une des quêtes disponibles chez les moires. Il y a 2 types de quêtes, les quêtes de combat et les quêtes de type saga. On va commencer par les quêtes de combat. On va prendre cet exemple-là, dompter Cerbère. Lorsque vous réalisez une quête de combat, ça se passe comme au Colisée contre les héros, vous avez la valeur ici de la force de la créature à combattre, plus éventuellement ici des petites conditions que vous devez absolument satisfaire si vous voulez gagner le combat. Donc il faut non seulement égaler ou passer au-dessus de la force de la créature, mais en plus satisfaire les conditions qui se trouvent sur la gauche. Si vous faites tout ça, eh bien vous obtenez le bonus qui se trouve juste en dessous de l'amphore ici. Et donc ce bonus est composé en principe de points de victoire, d'étincelles, de divers éléments de jeu. Si vous réalisez donc la quête, elle disparaît, vous la mettez en dessous comme ceci, donc c'est la défausse des quêtes, elle n'est plus accessible pour les autres joueurs. En revanche, si vous perdez votre combat contre la créature, la quête reste disponible et elle pourra être retentée par d'autres ou par vous-même plus tard au cours du jeu. Deuxième type de quête, les quêtes de type saga. Les quêtes de type saga, elles ressemblent à ça. Elles sont décomposées en actes. Vous voyez ici, donc il y a 3 actes pour la recherche de la toison d'or. Vous pouvez tout à fait réaliser les 3 actes d'un seul coup, en une seule action. Mais vous pourrez aussi décider de vous arrêter en cours de route. On va regarder ça tout de suite. Lorsque vous faites une quête de type saga, vous devez répondre à la demande du premier acte disponible. Ici, la quête n'a pas été entamée. Il s'agit donc de l'acte 1. Renvoyer un de vos héros d'Athènes. Ça signifie qu'il faudrait se trouver à Athènes, dans le monde mortel, avec un de vos héros, et le ramener chez vous. Donc il faut avoir anticipé tout ça, bien sûr. Vous obtenez tout de suite le bonus qui se trouve au-dessus de l'acte, ici en l'occurrence 3 fidèles, et vous placez un petit marqueur de joueur comme celui-ci, donc un petit marqueur avec la tête de votre héros, pour dire que l'acte a été réalisé. Si vous souhaitez continuer, c'est tout à fait possible, mais pour cela, il vous faut défausser une carte conflit de votre main. C'est obligatoire. Pour pouvoir passer au deuxième acte, le deuxième acte, c'est avoir 4 prières chez soi. Si vous avez 4 prières, vous pouvez tout à fait réaliser le deuxième acte, obtenir la récompense, et ainsi de suite. Vous pouvez aller jusqu'au dernier acte sans problème. Si vous décidez de vous arrêter en cours de route, ce qui est possible, dans ce cas-là, vous laissez disponible la quête, et le joueur qui reviendra la réaliser va reprendre en fait à l'acte où vous vous êtes arrêté. Ça peut très bien être vous d'ailleurs qui retournez sur la même quête pour continuer les actes disponibles. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de payer le premier coup ici en carte conflit. Ça c'est uniquement si vous enchaînez les actes. Voilà, la récompense ultime de cette quête, qui se trouve ici sous l'amphore comme pour les quêtes de combat, elle ne sera obtenue que par le joueur qui complète l'acte 3. C'est-à-dire que si vous avez complété les 2 premiers actes et qu'un autre joueur vient réaliser l'acte 3 uniquement, il obtient le bonus de l'acte 3, mais il obtient aussi le bonus entier de la quête, le méga bonus. Donc attention à ne pas laisser uniquement un acte disponible. Une fois que la quête est entièrement réalisée, elle est défaussée exactement comme pour les quêtes de combat. On passe maintenant à l'oracle. L'oracle qui a également 2 actions possibles, présage, prémonition, et 3 emplacements disponibles pour les personnages. Cette fois-ci c'est limitatif, on n'a plus l'emplacement avec les pointillés. On obtient donc un point de bonté ici,
Ça correspond à une prière qu'on prendra du puits de prière, on en parlera un petit peu plus tard, c'est cette ressource-là, ce petit cube en métal. Et enfin, cette ressource-là qui correspond à un fidèle, qui correspond à ces petits meeples en bois. Bien. Si jamais les trois emplacements personnages sont déjà empruntés par d'autres, vous pouvez quand même vous rendre à l'oracle à condition de payer une taxe d'un fidèle. C'est plus un Aegis, cette fois c'est un fidèle. Bien, on va regarder d'abord l'action de présage. L'oracle voit l'avenir et peut donc voir quel primordial va arriver par la suite du jeu. Les nouveaux primordiaux vont arriver en fin de tour alpha, bêta et gamma, qui correspondent en fait aux tours 2, 4 et 6 du jeu. Et donc, lorsqu'un nouveau primordial va arriver, eh bien, il va arriver avec tout un tas d'effets négatifs qui vont vous arriver un petit peu dessus, hein, si vous ne vous en protégez pas. Donc on va voir que le présage permet de se protéger d'une partie de ces effets négatifs. Pour réaliser un présage, vous devez vous défausser d'un fidèle, vous devez sacrifier un fidèle à l'oracle pour qu'elle vous révèle sa vision, et également vous devez défausser une carte de combat avec un symbole élémentaire qui n'est pas déjà présent. Alors on va prendre un exemple pour expliquer ça. Je viens chez l'oracle avec Hadès, je me place ici, je reçois donc un fidèle, et je vais faire l'action de présage. Je vais donc défausser le fidèle que je viens de recevoir, ça tombe bien, et je vais pouvoir défausser une carte de combat, une carte conflit, avec un symbole qui n'est pas déjà présent. Les cartes qui sont déjà défaussées sont placées ici en principe, donc ici vous voyez qu'il n'y a pas de carte déjà présente, donc je peux mettre cette carte-là, qui présente le symbole montagne, et donc qui est un symbole qui n'est pas déjà présent puisqu'il n'y a pas de carte. Dans ce cas-là, je vais pouvoir réaliser le présage et regarder la carte du primordial. Deuxième possibilité, donc un autre personnage arrive, il vient avec un personnage, un héros du Colisée qu'il a récupéré avant, il vient avec Circé, et il souhaite également faire un présage. Et bien pour ce faire, il va devoir mettre une carte qui dispose au moins d'un autre symbole que la montagne. Il ne peut pas venir avec une carte qui ne présente que la montagne. Par exemple, il décide de défausser enchaînement ici, avec deux nouveaux symboles, le symbole de feu et le symbole de l'air. Voilà. Donc il ne restera en fait finalement plus qu'un seul symbole si un personnage souhaite encore venir faire un présage chez l'oracle. Donc les cartes vont de 0 jusqu'à 4 symboles élémentaires. Donc si vous venez tout de suite avec les 4 symboles élémentaires, il n'y aura plus de place du tout pour les autres joueurs pour qu'ils puissent faire un présage à leur tour. Ça peut bloquer très facilement. Ok, rassurez-vous, hein, ces cartes combat sont nettoyées lorsqu'un nouveau primordial arrive. Donc on les défausse et on repart de 0. On arrive donc sur le présage, sur la vision du primordial. Une carte de primordial donc, ressemble à celle de Chronos qu'on a au départ qui est placée tout de suite aux enfers, avec donc son petit nom là au-dessus, son titre, donc là en l'occurrence Dieu du ciel et de l'esprit, Uranos, sa valeur en Aegis, c'est-à-dire la valeur que vous obtiendrez en cristaux d'Aegis lorsque vous ferez l'action drainée qu'on a vu tout au début de la vidéo, et ensuite deux effets en dessous ici, deux effets plutôt négatifs d'une manière générale, le courroux qui est un effet que vous allez pouvoir éviter justement avec cette action présage. C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous allez savoir en gros quel primordial va arriver, son effet courroux duquel vous serez protégé, puisque tous les joueurs qui auront vu le primordial qui va arriver seront protégés contre cet effet courroux, et un deuxième effet ici en dessous tout aussi négatif que le premier, mais celui-là qui sera subi par tous les joueurs quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez pas l'éviter ce deuxième effet. Donc voilà, intérêt de cette action présage, découvrir le prochain primordial et se protéger du courroux. Deuxième action chez l'oracle, l'action de prémonition qui va vous permettre de piocher une carte dans le paquet prémonition et en plus de recevoir un point de victoire, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Une carte prémonition se présente comme celle-ci. Donc ici on a le nom de la carte, l'aura du Parthénon et les conditions pour réaliser la carte. Lorsque vous voulez réaliser une carte prémonition, qui sont en fait des mini-objectifs, vous devez répondre à ces deux conditions et placer la carte prémonition, la dévoiler, dans le même tour. Ça signifie que là, par exemple, vous devez être à Athènes, donc vous devez être allé à Athènes ce tour-ci, et vous devez influencer ou déployer une technologie avec votre dieu. Vous devez impérativement réaliser une de ces deux actions avec votre dieu,
et sur la ville d'Athènes pour que cette carte soit réalisée. Lorsque vous avez répondu à ces deux conditions, eh bien vous obtenez ce qui est en dessous de l'amphore, en l'occurrence ici, une étincelle. Tous les joueurs commencent avec une carte de prémonition au début de la partie dans leur jeu, et donc ensuite, eh bien, ils peuvent aller en chercher de nouvelles avec cette action prémonition. On arrive sur le plateau tout au-dessus du plateau central, le plateau de l'Olympe. À l'Olympe, deux actions à nouveau, donc on peut prendre un plan ou convertir. On a trois emplacements pour les personnages, un emplacement qui donne de l'Aegis, un emplacement qui génère une prière dans le puits de prière, hop, puisque c'est une prière avec les mains fermées, on va y revenir tout de suite. Et ici, un point de grandeur, qui est une piste d'ordre du tour. Les prières, justement, on a vu tout à l'heure les prières avec les mains ouvertes, et là on voit les prières avec des mains fermées. Les prières avec des mains fermées sont générées, c'est-à-dire que ce sont des prières formulées par les mortels envers nous, les dieux. Lorsqu'elles sont formulées, elles sont prises de la réserve générale pour être placées dans cet endroit qu'on appelle le puits de prière, qui est sur le monde mortel. Le puits de prière qui va contenir en fait ces prières qui ont été formulées jusqu'à ce qu'elles soient exaucées, c'est-à-dire ramassées par un joueur. Dans le puits de prière, on a une limite de prière, c'est-à-dire que ce n'est pas illimité, il ne peut pas y en avoir autant qu'on veut. Le joueur qui fera déborder le puits de prière, qui le fera passer au-dessus de 9, devra sacrifier un fidèle, à condition qu'il en possède un, bien sûr. S'il n'en a pas, tant pis, mais s'il en a un, il devra le sacrifier. Et si jamais on passe au-dessus de la limite de 14 prières, là c'est la catastrophe, beaucoup trop de prières qui ont été générées, on vide le puits de prière, on enlève toutes les prières qui s'y trouvent, et en plus on sacrifiera un temple dans une ville. Bon, là c'est vraiment la catastrophe, il ne faut vraiment pas arriver à ce niveau-là. On revient sur l'Olympe. Donc l'Olympe, on a vu les trois emplacements personnages, on va parler, donc si jamais un personnage veut venir à l'Olympe mais qu'il n'y a plus de place, on peut quand même venir, mais à condition de payer, vous voyez ici, un point de victoire, on sacrifie un point de victoire. Première action de l'Olympe, c'est prendre un plan. Prendre un plan, ça signifie qu'on va justement choisir entre toutes ces technologies, alors je vous le dis tout de suite, il y en a 30, il y en a 6 différentes par type, il y a 5 types, ce qui fait 30. Là, vous voyez des piles de 12, mais parce qu'en fait, chaque type est présent, chaque technologie est présent en 2 exemplaires. Bon, ça fait tout de même 30 technologies. Vous avez, pour vous aider, un petit livret des technologies qu'on a vu tout à l'heure, mais rassurez-vous, hein, vous avez également des aides de jeu qui sont très bien faites et qui pourront vous aider lors d'une première partie à vous orienter sur quelle technologie vous allez pouvoir prendre. Bien. Lorsque vous faites l'action prendre un plan, vous voyez que vous allez prendre n'importe laquelle des technologies, c'est pour ça que vous avez un petit guide. Vous pouvez chercher dans les piles pour aller trouver celle qui vous intéresse. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre la pile de technologie de combat et je voudrais celle qui s'appelle voilà, cavalerie mécanisée. Eh bien, je vais prendre cette petite tuile, cavalerie mécanisée, je vais mettre une tête de mon personnage dessus pour dire qu'elle m'appartient, pour qu'on sache qui a réalisé ce plan, et je vais la placer dans le lieu suivant, qu'on verra tout de suite après, qui s'appelle la forge. Je vais la placer dans l'atelier. Vous voyez, le petit A ici, ça signifie atelier. Hop, on va y revenir quand on parlera de la forge. Bien. Donc prendre un plan, voilà, on choisit une techno, on l'amène dans l'atelier à la forge. Deuxième action possible, c'est l'action de convertir. Les prières que vous avez récupérées, les prières exaucées avec les mains ouvertes, vous voyez ici, vous allez pouvoir vous en servir avec cette table de conversion. Donc vous allez faire en fait du troc, vous allez échanger des prières exaucées contre des éléments de jeu. Vous pouvez en échanger autant que vous voulez, hein. Vous pouvez tout échanger si vous voulez d'un seul coup, hein, pour répéter autant de fois que vous voulez les actions, faire la combinaison que vous voulez. Bref, vous faites vraiment comme bon vous semble à ce moment-là en une seule action. Pour 2 prières exaucées, vous avez un point de victoire. Pour 2 prières exaucées, toujours, vous avez un point de grandeur, donc c'est les 2 premiers emplacements qui sont moyennement intéressants, assez situationnels. Pour 3 prières exaucées, là ça devient intéressant, vous débloquez une étincelle de votre plateau joueur, qui est un élément qui bloque les améliorations. Pour 4 prières exaucées, vous débloquez un temple, pareil, sur votre plateau joueur, un élément qui bloque les améliorations, qui viendra se placer sur le monde mortel. Et enfin, pour 4 prières exaucées, vous débloquez un prophète ou un héros de votre plateau joueur, qui vous permettra de débloquer des améliorations et surtout qui vous ramène un nouveau personnage dans votre équipe.
Nous arrivons maintenant dans l'antre d'Héphaïstos, la forge. À la forge, deux actions possibles, fabriquer et produire. Un seul emplacement disponible pour les personnages avec des petits pointillés autour qui signifient qu'il n'y a pas de limite au nombre de personnages qui peuvent s'y placer. Ici, qui représente d'ailleurs en bonus de placement l'action produire. On va y revenir tout de suite, on va vous parler un peu de la différence. L'idée c'est qu'il n'y a qu'un seul emplacement puisque les joueurs ne peuvent aller que là. La forge est divisée en deux parties. Une partie atelier ici avec les lettres A, B, C en vert et une partie usine ici en bleu avec les chiffres 1, 2, 3 dessus. Lorsqu'un plan arrive à la forge, on a vu tout à l'heure, là tout de suite, à l'Olympe, l'action prendre un plan ramène un plan dans l'atelier. On place une petite tête avec un petit marqueur de notre dieu dessus pour dire que c'est à nous. Il arrive dans l'atelier dans le premier emplacement, c'est-à-dire sur l'emplacement A. Vous vous doutez donc bien que si une nouvelle technologie arrive, elle va s'enfiler en fait dans l'atelier, dans l'emplacement A, et déplacer les technologies qui se trouvent avant elle. C'est-à-dire que si j'avais déjà ma cavalerie mécanisée ici, en A, eh bien, elle se déplace en B, et la nouvelle technologie, la turbine à Régis, sur laquelle je mets aussi un petit marqueur, va la déplacer. Alors peu importe que ce soit un marqueur de ma couleur ou un marqueur d'un autre joueur, hein, ça pousse vraiment les technologies, peu importe à qui elles appartiennent. Bien. L'action de fabrication, tout d'abord. L'action de fabrication vous permet de passer de l'atelier à l'usine, en payant le coût de fabrication ici, représenté par une petite enclume. Le coût de fabrication qui est toujours en fidèle et ou en aegis. Le coût de fabrication est donc à payer et peut être réduit en fonction de là où vous vous trouvez dans l'atelier. Sur l'emplacement A, pas de réduction particulière, vous payez plein tarif. Sur l'emplacement B, vous avez une réduction de une ressource, c'est-à-dire que vous pouvez payer un fidèle de moins ou une aegis de moins, à vous de choisir. Et sur l'emplacement C, vous avez une réduction de 2 ressources à panacher comme vous voulez, hein, un fidèle de moins, une aegis de moins ou 2 dans l'un ou dans l'autre. Bien. Ça, c'est pour passer donc de l'atelier vers l'usine. Il se passe exactement la même chose dans l'usine quand une nouvelle technologie est apportée. Elle vient sur l'emplacement 1 et décale toutes les autres. Ça, c'est vraiment important. On regarde la deuxième action, on verra les spécificités après, l'action de produire. L'action de produire va déclencher l'usine, c'est-à-dire qu'elle va faire avancer toutes les technologies de l'usine de une case. Donc, si je fais l'action produire, je déplace la seule techno qui s'y trouve, ici en l'occurrence cavalerie mécanisée, d'une case vers la droite. L'action de l'usine, produire, on a dit qu'elle se réalisait également quand les joueurs venaient se placer à la forge. C'est-à-dire que si j'ai ma cavalerie mécanisée ici sur l'emplacement 1, je viens avec Hadès, et ici, je vais déjà déclencher une première fois l'action produire. Hop, je fais avancer la cavalerie mécanisée de 1. Et ensuite, je choisis de faire l'action produire à nouveau, puisque c'est l'action qui est liée au lieu, et non le bonus de placement. Et donc, je produis à nouveau, je déplace toutes les technologies dans l'usine. Une fois que vous avez fait un déplacement dans l'usine qui fait sortir une technologie, si c'est la vôtre, bien tant mieux, hein, vous la prenez sur votre plateau joueur, dans un des deux emplacements qui vous permet de stocker les technologies. Si c'est la technologie d'un autre joueur, vous marquez un point de victoire si c'est vous qui faites sortir sa technologie. On revient à l'atelier, une petite chose à préciser. Si jamais on est dans cette situation-là, hop, il y a déjà 3 technologies qui sont placées et un joueur, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, prend un nouveau plan, et bien la technologie qui est sur l'emplacement C passe automatiquement dans l'usine sans que le joueur ait besoin d'en payer les coûts. Vous remarquez donc l'avantage notable puisque certaines technologies coûtent relativement cher et donc le fait d'amener une technologie au départ va vous permettre de profiter en fait des nouvelles technos qui vont arriver pour justement ne pas payer les coûts de fabrication. On termine par le monde mortel qui est le plateau central hein, donc, et qui est divisé en plusieurs villes, en 5 villes exactement. Le monde mortel a donc des emplacements, donc un emplacement joueur par ville, avec dessus éventuellement des prières formulées, c'est-à-dire des prières qui vont aller dans le puits de prière. Dans le monde mortel, on peut faire 2 actions. On peut faire une action influencée, une action déployée.
Première action, l'action d'influencer. On va aller dans une ville, puis on va gagner un bonus sur notre piste de bonté, puisqu'on va dans notre ville répandre la bonne parole. Et ensuite, on va pouvoir obtenir un bonus parmi recevoir des fidèles ou un autre bonus au choix, entre guillemets, pour chaque ville. On peut regarder un petit peu. À Sparte, par exemple, on obtient 0 de bonté. En revanche, on peut obtenir jusqu'à 4 fidèles ou piocher une carte de son paquet de cartes conflit. À Hélice, nous obtenons 3 points de bonté, puis un fidèle ou 2 points de victoire. Par contre, on génère 4 prières. N'oubliez pas la limite du puits de prière. À Athènes, 2 points de bonté, puis 2 fidèles ou 1 de grandeur, la pièce de grandeur, la pièce d'ordre du tour. On génère 3 prières si on vient à Athènes. À Lemnos, 1 de bonté, puis on reçoit 2 fidèles, ou alors on fait l'action produire. On produit une fois, vous vous rappelez, produire dans la forge d'Héphaïstos. On génère 2 prières. Et enfin, à Argos, on gagne 2 points de montée, puis 3 fidèles, ou alors on a le droit de prendre un plan depuis l'Olympe pour l'amener à l'atelier dans la forge d'Héphaïstos. Et on ne génère qu'une seule prière. On passe maintenant à l'action déployer, déployer qui a un rapport avec les technologies qu'on a déjà vues à l'Olympe et à la forge. Déployer va donc vous permettre de vous placer dans une ville et de déployer une des technologies qui se trouve sur votre plateau joueur, celle que vous avez stockée une fois qu'elle a été produite depuis la forge. Vous pouvez donc déployer cette technologie dans la ville où vous vous rendez, à condition qu'il y ait évidemment un emplacement de libre. Première chose qui peut arriver, c'est qu'un autre joueur peut contester votre déploiement de technologie. S'il conteste, il peut obtenir une partie des bonus. Je vous renvoie à la vidéo sur les combats pour voir le détail de la contestation d'une techno. Bien, on revient à notre action déployer. Lorsqu'on fait ça, on va obtenir toute une série de bonus, donc dans cet ordre. Tout d'abord, on obtient les bonus qui sont à côté de la petite amphore ici. Donc un bonus en point de victoire et en prière. Donc on obtient point de victoire, les prières du puits de prière, à condition qu'il y en ait, bien sûr. S'il n'y en a pas, tant pis pour vous, vous ratez ce bonus. Troisième chose qu'on obtient tout de suite, c'est notre piste de bonté. Notre piste de bonté, qui aura atteint un certain niveau, on va obtenir tous les bonus qui sont associés aux différents niveaux qu'on aura atteints, un par un, et comme ça, on vide en fait notre piste de bonté, on la réinitialise, on la remet à 0. Ensuite, on va obtenir l'effet qui se trouve sur la tuile. L'effet qui est détaillé ici, vous avez systématiquement une petite icône qui est détaillée au dos de votre livret de technologie. Ici par exemple c'est un effet permanent pour toute la partie, qui est d'ajouter un point de force à tous vos combats. Donc à partir de maintenant, dans tous mes combats, j'aurai un point de force supplémentaire. Bien. Le bonus suivant qu'on obtient éventuellement, c'est un bonus de liaison. Vous voyez ici, ça correspond à des petits liens qui sont possibles, les petites embouchures qu'il y a sur la tuile technologie. Et on voit que sur les villes, on est relié. Donc déjà, on est relié entre les différentes cases, ça c'est certain. Mais en plus, on est relié entre les villes par ces petites liaisons bleues que vous voyez ici. Si jamais on avait une techno, par exemple celle-ci, qui était déployée à Athènes, vous voyez, eh bien, j'assure un lien donc, entre la techno que je viens de déployer et la techno qui est déjà posée ici. Je remporte un point de victoire puisque j'ai réussi à créer un lien et la personne avec qui je fais le lien remporte également un point de victoire puisqu'elle participe en fait à ce lien entre deux technologies, y compris si c'est moi. Dans ce cas-là, j'obtiendrai un point de victoire ici et un point de victoire ici. Bien. Dernier bonus qu'on obtient sur les technologies au moment du déploiement, c'est en fonction du type de techno. Par exemple, à Sparte, on est spécialisé dans les technos militaires. J'ai déployé une techno militaire. J'obtiens donc un point de victoire supplémentaire. Hop, bien. On a terminé l'action déployée. Il me reste un élément duquel je dois vous parler, c'est l'élément des temples. Les temples qui sont des éléments de votre plateau joueur qui vous permettent en fait de débloquer des améliorations et lorsque vous débloquez un temple, vous allez le placer dans une ville. Vous ne pouvez avoir qu'un seul temple à votre couleur dans une ville. Ça n'empêche pas les autres joueurs d'en mettre, mais un seul temple dans une ville, pas plus. Et ce temple est un booster d'action en fait. Lorsque vous faites l'action influencer, si vous avez un temple dans la ville, vous pouvez obtenir un point de bonté supplémentaire ou un fidèle supplémentaire, à vous de choisir. Et si vous faites l'action déployer dans une ville où vous avez un temple,
vous obtenez au choix un point de victoire supplémentaire ou une prière exaucée supplémentaire.